Bonjour tout le monde déjà. Présenter? Ouais, Enfin, vous j'adore. présenter du coup, parce que vous êtes Oui, 2. voilà, comme ça c'est fait. Oui, donc bonjour à tous. Mon nom est Sophie Serre-Stevens et je travaille en tant que Research Analyst à Coort. Donc Coort, c'est un centre de recherche à la CUNE Logistics University. Donc c'est une école de commerce basée à Hambourg. Et notre centre de recherche est focusé sur tout ce qui est supply chain humanitaire. Et un de nos sujets de recherche, c'est la durabilité environnementale des supply chains humanitaires. Donc, je suis ici avec Sarah Joseph, qui est une postdoc dans notre centre. Elle est juste à côté de moi. Elle parle pas français, mais elle est avec moi puisque c'est elle qui a mené l'étude que je vais vous présenter dans un instant. Donc voilà, comme je disais, à Coort, on travaille sur plusieurs sujets, mais un de nos sujets de focus, c'est la durabilité environnementale des supply chains humanitaires. Et donc, l'année passée, ensemble avec Sarah, on a travaillé sur trois projets. Donc, le premier projet, et c'est celui qu'on va vous présenter, c'est un projet où on a regardé, enfin, on a mesuré la performance environnementale des véhicules électriques, pardon. Et le deuxième projet, on a regardé la supply chain humanitaire de UNFPA. Donc ça, ici, c'était plutôt basé sur une supply chain de soins de santé. Et puis le troisième gros projet qu'on a eu, c'était une analyse aussi environnementale du CSV++, vous connaissez sans doute peut-être, qui est de la nourriture, quoi, en gros. Donc voilà, on a ces trois rapports qui sont sortis l'année passée et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à les consulter sur le site. J'ai mis le lien ici en dessous si ça vous intéresse. Mais le focus d'aujourd'hui sera donc ce premier projet qui, comme je disais, a été mené par Sarah. Moi, j'ai pas vraiment participé, donc je présente aujourd'hui puisque Sarah parle pas français. Mais voilà, Sarah est avec moi. Si jamais il y a des questions auxquelles je peux pas répondre, bah alors je lui demanderai de step in pour y répondre. Et oui, j'ai pas mentionné, mais le projet qu'on va présenter a été fait en collaboration avec Cyril et avec l'équipe de Fleet Forum. Voilà, donc l'agenda pour notre présentation, donc on a une demi-heure et on va faire 15 minutes de présentation suivi de 15 minutes de questions-réponses. Je commencerai par introduire la méthodologie qu'on a utilisée sur le projet, qui est la méthodologie d'analyse de cycle de vie. Ensuite, je présenterai notre étude et les résultats. Et puis pour finir, je partagerai quelques petites recommandations. Et puis après, on aura les questions-réponses pendant 15 minutes. Voilà, donc juste pour déjà introduire la méthodologie. Notre étude s'est basée sur, comme je disais, l'analyse de cycle de vie. Certains de vous connaîtront sans doute déjà cette méthodologie, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le but de la méthode, c'est de comprendre la performance environnementale d'un produit ou d'un service, dans le but de soit identifier quels sont vraiment les grands problèmes environnementaux que le produit pose et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ou alors de comparer des produits similaires et de voir quel produit serait le plus efficient d'un point de vue environnemental. Et en fait, c'est une méthodologie qui est assez géniale parce qu'elle est très complète. Donc, quand on fait une analyse de cycle de vie, on peut prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire, on peut envisager de mesurer l'extraction des matières premières, la transformation de ces matières, la fabrication du produit, sa distribution, son utilisation et sa gestion en fin de vie. Donc, on a vraiment cette vue totale. Et puis, en plus de ça, le but d'une analyse de cycle de vie, c'est de mesurer plusieurs dimensions environnementales à la fois. Donc, ce n'est pas juste une simple empreinte carbone. L'idée, c'est de mesurer différents impacts environnementaux et d'avoir de nouveau une image un peu plus complète sur la performance du produit. Donc, juste pour vous donner une idée, ici sur l'écran, vous voyez les 16 catégories d'impact environnemental qui sont souvent mesurées lors d'une analyse de cycle de vie.
C'est pas toujours ces thèses-là, ça va dépendre d'une analyse à l'autre, mais c'est vrai que ces thèses-là sont assez souvent, mesurées. Donc voilà, c'est vraiment une méthodologie qui est très complète, à ce niveau-là aussi. Donc ça, c'est par rapport à la méthodologie. Maintenant, place à l'étude de cas. Donc, bon, déjà, c'était quoi, quel était notre objectif? Donc en fait, on voulait mesurer, enfin, il y a beaucoup d'études qui ont été faites autour des véhicules électriques, mais ce qu'on voulait faire, c'est mesurer leur impact environnemental, mais, mais alors localiser l'étude dans des pays en voie de développement où les agences humanitaires opèrent. Donc on s'est concentré sur 3 pays et j'en reviendrai dans un moment. Mais donc c'était un peu l'idée de, il y a déjà beaucoup de recherches qui ont été faites à ce sujet, mais on voulait le localiser et vraiment prendre la perspective d'une agence humanitaire. On a, en fait, donc, enfin, par rapport au scope de l'étude, on a commencé l'étude en voulant mesurer l'impact de 2 véhicules. Donc, d'un côté, on a la Nissan Leaf, qui est déjà utilisée par certaines organisations humanitaires, donc un véhicule électrique. Et puis on voulait comparer à un véhicule à moteur à combustion interne, la Toyota Corolla, qui est aussi utilisée dans le secteur. Donc ils sont des véhicules qui sont comparables. Et puis en fait, en fin de projet, on a décidé aussi ajouter la Toyota Land Cruiser. Je suis contente, Cyril, que tu aies mentionné que c'était un peu le dogme de la Land Cruiser dans le secteur, parce qu'en fait, c'était un peu cette idée-là d'utiliser ça comme point comparatif, puisque c'est un véhicule qui est beaucoup utilisé, pour un peu avoir une idée de l'ampleur de la différence entre ces types de véhicules. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas directement comparer la Toyota avec la Nissan Leaf, parce que c'est des véhicules de taille différente et qui peuvent remplir des fonctions différentes. Mais voilà, parce qu'il y a ce dogme dans le secteur qu'on a décidé de l'inclure aussi pour donner cette visibilité. Donc 3 véhicules, et puis, je vais bouger ça, 3 véhicules, et donc notre idée c'était d'analyser le cycle de vie dans son entièreté pour ces 3 véhicules. Donc c'est-à-dire qu'on a regardé la production du véhicule, donc ça comprend tout ce qui est extraction des matières premières, l'usage du véhicule, et puis ensuite la fin de vie du véhicule. Donc quand il s'agit de la production, pour les véhicules électriques, on a envisagé la carrosserie et la batterie. Et pour les véhicules à combustion interne, c'est la carrosserie et l'engin, quoi. Pour l'usage des véhicules, alors quand il s'agit du véhicule électrique, là on a dû envisager plusieurs scénarios, puisque le véhicule électrique dépend de l'électricité évidemment, enfin, comment l'électricité est produite, ça peut avoir un différent impact. Donc ouais, on a envisagé 5 scénarios. Le premier scénario, c'est que l'électricité vienne du réseau local au Kenya. Le deuxième scénario, c'est réseau local au Liban, réseau local en Jordanie, pardon, troisième scénario. Et puis après, on a aussi 2 scénarios un peu extrêmes où on a pris un générateur de diesel pour recharger la batterie et des panneaux solaires. Ouais, 5 scénarios pour le véhicule électrique. Et pour la fin de vie du véhicule, donc là, quand il s'agit du véhicule électrique, on a fait l'hypothèse, parce qu'on était aussi un peu contraint avec les données, mais que la carrosserie en elle-même, elle irait à la décharge, et que la batterie passerait dans un processus de hydrométallurgie, donc dans l'idée que la batterie ne reste pas à traîner dans l'environnement, mais que les différents éléments soient, divisés pour après être potentiellement réutilisés dans d'autres batteries. On n'a pas envisagé de recyclage, la suite de vie des éléments qui seraient récupérés, mais voilà, c'est un peu dans l'idée que ce soit réutilisé après. Et dernier point sur ce slide, c'est que donc je disais qu'on a regardé 3 pays et donc 3 réseaux locaux qui sont différents. Donc au Kenya, on a principalement le réseau local se source principalement d'énergie renouvelable. En Jordanie, c'est principalement du gaz naturel, et le Liban, c'est principalement du pétrole. Donc c'est un peu des exemples assez différents qu'on a voulu choisir. Voilà, donc alors
quelle a été notre conclusion principale? On va juste un peu d'abord expliquer la conclusion principale et puis après vous montrer les résultats. Donc la conclusion principale, c'était que si on regarde juste les gaz à effet de serre, sur l'ensemble de son cycle de vie, le véhicule électrique émet moins de gaz à effet de serre que les véhicules à combustion interne. Par contre, si on regarde d'autres catégories environnementales, là, c'est pas aussi évident. Donc, le véhicule électrique peut représenter une charge plus importante que le véhicule à combustion interne lorsqu'il s'agit d'autres dimensions environnementales. Et ça, c'est principalement dû au fait qu'il y a d'autres ressources qui sont nécessaires pour le véhicule électrique, notamment pour la batterie. Et voilà, ça peut poser un certain challenge pour l'environnement. Donc ça, c'est la conclusion principale, mais je vais maintenant vous montrer les résultats un peu plus détaillés. Donc ce graphe est très imposant, mais en fait, ce qu'il montre, il montre des résultats à travers toutes les catégories qu'on a analysées. Donc vous voyez ici qu'on a le réchauffement climatique, mais on a toutes les autres catégories également. Et alors, on a juste montré sur ce graphe qui est déjà très chargé, mais on a montré 3 scénarios. Donc, on a montré le scénario véhicule électrique au Kenya, donc avec des énergies renouvelables qui nourrissent le réseau local. Et puis, on a le deuxième scénario, c'est les véhicules électriques de taille moyenne. Et le troisième scénario, c'est la Toyota Land Cruiser. Ah pardon, j'ai dit véhicule électrique. Deuxième scénario, c'est le véhicule à combustion interne, évidemment, de taille moyenne. Et le troisième scénario, c'est véhicule à combustion interne de grande taille, donc la Toyota. Et l'unité de mesure de ce graphe, alors en fait, ce qui est un peu difficile quand on fait une analyse de cycle de vie, c'est que les différentes catégories, elles vont avoir différentes unités de mesure. Donc, c'est pas évident de les comparer, mais un moyen de les comparer malgré tout, c'est de normaliser les résultats. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va exprimer les résultats en termes de ce que ça représente pour un citoyen moyen du monde, son impact par an à travers ces différentes catégories. Et donc, ça nous permet d'avoir tout sur un graphe. Et quoi d'autre sur ce graphe? Oui, une autre chose à comprendre, c'est que ce que vous voyez en vert sur le graphe, c'est l'impact qui est dû à la production du véhicule, donc aussi comprenant l'extraction des matières premières. Ce qui est en bleu, c'est l'usage du véhicule, et ce qui est en orange, c'est la fin de vie, la gestion de fin de vie du véhicule. Alors, si on regarde au résultat, qu'est-ce que ce graphe nous dit? Donc, en fait, il nous dit que, évidemment, et ça c'est sans grande surprise, que le grand véhicule à combustion interne, donc la Toyota, a un impact plus élevé dans quasi toutes les catégories. Alors, il y a 2 exceptions. C'est la écotoxicité d'eau douce, pardon, et l'écotoxicité d'eau de mer. Donc ici, pour ces 2 catégories, le véhicule électrique a un plus grand impact que la Toyota. Et en fait, si on les regarde d'un peu plus près, en fait, le véhicule électrique, si on compare juste à la Toyota, donc le véhicule à combustion interne de taille moyenne, qui est plus comparable que la Land Cruiser au véhicule électrique, on voit aussi que pour ce qui est toxicité cancérigène, là aussi, on a que le véhicule électrique a un impact plus élevé que le véhicule à combustion interne. Et alors aussi pour l'eutrophication de l'eau douce, là aussi, on a un impact plus élevé pour le véhicule électrique. Donc voilà, le véhicule électrique est clairement pas gagnant dans toutes les phases, mais l'image totale est nuancée. Et là où le véhicule a un impact plus important, c'est généralement dû à la production du véhicule, pas à son usage. On voit beaucoup de vert ici, mais voilà, c'est la production en fait du véhicule. Alors, si on zoome sur les 2 catégories ici, donc on a l'écotoxicité en eau douce et en mer et la toxicité cancérogène. Donc ça, c'est des catégories pour lesquelles le véhicule électrique a un plus grand impact que l'autre véhicule de taille moyenne
à combustion interne. Donc là, ce qu'on voit clairement, c'est que c'est la production qui a le plus grand impact. Et ce graphe ici est un peu plus détaillé que l'autre puisqu'il montre, il montre la différence entre la production de la carrosserie du véhicule et la production de la batterie. Donc surtout si on regarde ici l'écotoxicité en eau douce et en mer, on voit que juste pour la production de la batterie versus l'engin d'un véhicule à combustion interne, on a quasi 4 fois plus, un impact qui est 4 fois plus grand. Et alors, on voulait aussi parler de tout ce qui était gaz à effet de serre, puisque c'est un sujet qui est, ouais, qui est très important aussi, et tout le monde est très curieux par rapport à ça. Donc, pour les gaz à effet de serre, ce qu'on voit ici sur le graphe, c'est les gaz à effet de serre liés à la production du véhicule. Donc, on a le véhicule électrique, on a le véhicule de taille moyenne, non électrique, et puis le grand véhicule non électrique. Et donc, on voit clairement ici que le véhicule électrique, juste pour la production, émet plus de gaz à effet de serre que le véhicule de taille moyenne non électrique. Un petit peu moins que la Toyota, mais c'est assez bien comparable. Alors, quand il s'agit de l'usage, donc ici, vous voyez, on a tous les scénarios dans un graphique. Et donc, on voit que pour tous les scénarios du véhicule électrique, les gaz à effet de serre liés à l'usage sont moins élevés que pour les deux véhicules non électriques. Alors, juste un point là-dessus, c'est qu'on a envisagé 200 000 km pour les 3 véhicules, puisque le véhicule électrique sa batterie, sa durée de vie, c'est 200 000 km. Les véhicules non électriques, c'est peut-être un petit peu plus, on ne sait pas très bien, c'est plus difficile à estimer, mais on a voulu avoir envisager le même kilométrage pour tous les véhicules. Et ouais, donc ce qu'on voit aussi, si on regarde juste les véhicules électriques, c'est évidemment, ça c'est sans grande surprise, c'est que le scénario où on envisage que la source d'électricité, c'est des panneaux solaires, mais c'est celui qui a le moins d'impact par rapport aux autres. Et pour les 3 pays, c'est évidemment le Kenya qui ressort gagnant, puisqu'ils dépendent d'énergie renouvelable. Et si on additionne tout ça, donc, on a les résultats ici sur ce graphe. On voit que si on regarde la totalité du cycle de vie des 3 véhicules, on aura quand même moins de gaz à effet de serre pour les véhicules électriques que pour les 2 autres véhicules, malgré le fait qu'à l'étape production, ils présentent un plus grand impact. Le fait qu'ils soient plus efficients d'un point de vue usage fait qu'ils ont au final un impact qui est moins élevé. Alors, il y a quand même une nuance à apporter, c'est que, comme je disais, on a envisagé une durée de vie de 200 000 km. Mais en fait, évidemment, puisque la production est plus élevée pour les véhicules électriques, au tout début de la vie du véhicule électrique, il aura quand même un impact total qui est plus élevé que les autres véhicules. Mais si le véhicule dépasse les plus ou moins 18 000 km s'il dépend d'une énergie solaire, à partir de ce moment-là, à partir de 18 000 km, il sera un impact qui sera moins mauvais, disons, que les autres véhicules. Et pour le pire scénario électrique, qui est celui du Liban, là, il faudra attendre que le véhicule ait parcouru 45 000 km pour qu'en fait, il soit moins mauvais que les autres véhicules. Voilà. Donc ça, c'est les résultats en assez court. Pour les recommandations, donc vite fait, parce que je vois que je suis 5 minutes en retard, on a 3 grandes recommandations. Je pense que ça ne sera pas vraiment une surprise. La première, c'est que si une organisation décide d'investir dans une flotte électrique, alors autant l'investir là où elle a accès à l'électricité propre, donc soit dans des pays qui ont un réseau local avec comme source des énergies renouvelables, soit des pays où l'organisation pourrait avoir accès à une production d'électricité décentralisée qui est propre, telle que des panneaux solaires. Deuxième recommandation, c'est une fois qu'on a investi dans les véhicules, autant garantir un meilleur retour sur investissement d'un point de vue environnemental, donc c'est-à-dire optimiser l'usage du véhicule. Donc si c'est pour si c'est pour jamais utiliser le véhicule, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout qu'on a vu que les véhicules électriques en début de vie ont quand même un impact qui est encore
qui est plus élevé que les non électriques. Donc, il faut optimiser l'usage. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus utiliser la voiture, clairement pas, ça ce serait la mauvaise conclusion. Il faut utiliser la voiture quand on en a besoin et réellement besoin, mais il peut y avoir une possibilité de partager des véhicules entre organisations, faire du covoiturage. Et puis, troisième recommandation, c'est évidemment le fait qu'il s'agisse d'un véhicule électrique ou d'un véhicule à combustion interne, les véhicules de plus grande taille auront un impact plus important. Donc, si c'est pour acheter une Toyota Land Cruiser, ou un jour il y aura peut-être l'équivalent en électrique, autant que ce soit pour vraiment que sa taille soit d'importance, quoi, qu'elle remplisse un certain besoin. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation et je pense qu'on a 10 minutes ou 9 minutes pour des questions. Ouais, Merci. Merci beaucoup, Sophie. Un grand merci pour cette présentation. Je sais que le temps était très court, donc c'est pas du tout grave si on déborde un petit peu, pas de souci. Et moi, j'ai lu avec grand intérêt cette étude quand elle était sortie et je la trouve absolument passionnante. Donc, j'encourage tout le monde à aller la lire et pas seulement à se contenter de la présentation de Sophie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, réactions. Vous avez des questions pour Sophie et Sarah? Ouais, Christophe. Oui, bah ouais, du coup, je voulais rebondir sur la question que tu posais dans le chat. Je m'étais posé un peu la même. On a quand même deux scénarios. Un où on recharge la voiture avec un générateur diesel et l'autre où on recharge la voiture sur la grille qui elle-même est, enfin, le courant de ville est produit par des générateurs diesel. J'ai du mal à voir comment ces deux scénarios peuvent être moins émetteurs de gaz à effet de serre que une voiture thermique, parce que finalement, on utilise on utilise du pétrole pour, dans ces trois cas de figure, sauf qu'en plus, on a quand même des pertes au moment où on transforme l'énergie Oui. thermique en énergie électrique, et du coup, je suis assez surpris du schéma, là, effectivement, celui le central. Ouais. C'est une question qui est revenue évidemment plusieurs fois. Donc, si on regarde juste les véhicules électriques, donc on a le Liban et le générateur diesel. Donc, pour ça, pourquoi une telle différence entre les deux? On explique ça par le fait que si on dépend d'un réseau local, il y a toute cette transmission. C'est pas qu'on prend le diesel à la source ou le pétrole à la source. Il y a tout un système en place qui est assez énergivore aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on explique la différence. Et puis par rapport aux véhicules à combustion interne, bon, je ne suis pas une experte en voiture, mais il y a toute la dimension on a d'un côté un engin et de l'autre côté une batterie. Donc quand on fait fonctionner un véhicule à combustion interne, on y met une certaine quantité de diesel ou d'essence et qui représente une certaine quantité d'énergie, mais il y a d'énormes pertes dans un moteur à combustion interne. De l'autre côté, on a une batterie et ça semble, les résultats sont indiqués que c'est plus performant d'un point de vue énergétique. Il y a moins de pertes quand une batterie est utilisée. Donc voilà. Et puis il ne faut pas oublier évidemment que si on regarde la Toyota, bon ça c'est un plus gros véhicule qui est plus lourd, donc évidemment ce sera à plus grand impact. Attends, juste, est-ce que tu peux remettre en diapo, parce qu'on voit un peu en petit. Ah moi, oui, je l'ai pardon. sous les yeux, remarque. Mais juste. Voilà. Est-ce que, Christophe, ça répond à ta question qui était aussi la mienne? Alors moi, personnellement, j'ai toujours du mal à me le faire conceptuellement, mais je le note et je me dis que je vais le finir par l'intégrer. Non, mais c'est vrai que du coup, les pertes liées au moteur thermique, c'est vrai, mais du coup, elles existent aussi au niveau du générateur quand on fait tourner le générateur pour produire l'énergie Oui. électrique au départ. Donc, bon, mais je le crois, hein, c'est pas la question, c'est juste que c'est surprenant, effectivement, comme résultat. Je me serais plutôt attendu à l'inverse, en fait, une voiture électrique chargée via un générateur émette plus de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique directement. Oui. Ouais. Non, c'est sûr, ça nous a surpris aussi. Et du coup, on a triple-checké les résultats, mais on dépend des facteurs d'émission de notre outil. Et voilà, c'est ça qu'ils indiquent. Ce serait intéressant de plus analyser, mais je pense que ça demande une certaine connaissance aussi scientifique des moteurs et des batteries que nous, on n'a pas nécessairement ici. Merci beaucoup. Louise. Oui, merci beaucoup pour l'analyse très intéressante.
J'avais une petite question, peut-être en lien avec la slide précédente, qui montrait plutôt l'impact, si j'ai bien compris en tout cas, une des slides où il y avait le graphique très dense, où il y avait beaucoup de colonnes là. Ouais, voilà. Où là, si je comprends bien ce qui est évalué, du coup, c'est pas forcément que les enjeux de gaz à effet de serre, mais d'autres impacts qu'on peut trouver dans le cadre de la fabrication, de l'utilisation, etc. Et là, on voit que quand même l'électrique moyenne, alors si on enlève la Land Cruiser qui est Ouais. pire pour certains trucs, mais sinon l'électrique moyenne a un impact plus important, plus négatif. Et ça, c'est pas récupéré dans le cycle de vie. On a beau utiliser notre voiture électrique aussi longtemps qu'on peut, ça rééquilibrera pas, quoi. Non, Juste pour être sûr de comprendre. Oui, effectivement, ça rééquilibrera pas. Donc ça, c'est vraiment pour les catégories d'écotoxicité de l'eau Ouais. douce et de l'eau de mer et l'eutrophication de l'eau douce. Oui, et la toxicité cancérigène. Donc non, ça, ce sera pas rattrapé, Voilà, ok. Donc c'est ce que je pensais, mais je voulais vérifier avec votre analyse. Ouais. Donc c'est les gaz à effet de serre. Si on utilise l'électrique suffisamment longtemps, on peut devenir en fait plus intéressant, enfin plus efficace. Par contre, sur cette partie-là, on a toujours un impact négatif, quoi. Enfin, On peut juste évidemment espérer que dans le futur, que les processus de production soient un peu plus efficaces ou des ouais, soient plus efficaces, ou alors qu'on réutilise maintenant qu'il y a beaucoup de batteries sur le marché. qu'on recycle plus, ouais. Donc voilà, ça, on peut espérer ça, mais sinon, ouais. Ok, d'accord. Ça sera Merci. toujours un problème qui est plus réel dans le véhicule électrique que dans les véhicules à combustion interne. Ouais. Merci. Merci Louise, merci Sophie. Jo. Oui, du coup, j'ai juste une question qui suit à ça. Est-ce que, après, je ne m'y connais pas du tout, donc vraiment, c'est une question vraiment très innocente et ça se trouve, je ne suis pas du tout au bon endroit, mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre que les véhicules électriques ils aient un impact important sur le Mineral Resource Scarcity? Excusez-moi en anglais. Parce que du coup, tout ce qui vient dans la batterie, c'est quand même des métaux plutôt rares, du coup. Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement ce qui est pris en compte dans Mineral Resource Scarcity. Je vais me permettre de la poser à Sarah un instant. Je pense que Sarah a compris la question, mais... Ok, désolée. On a une traduction en direct. Et moi, juste pour rebondir sur ce qu'a dit... Est-ce que ça vous va si Sarah répond en anglais et moi je peux potentiellement traduire en français après, mais bien sûr. sa réponse en live en anglais? Oui, bien sûr. Actually, that's a really good question. And I'm not actually sure why that isn't coming up as something in comparison to the other ones. I would assume that it's because it's very, very small. But wrote it down to look more into that for if there's a particular reason of the mineral resource scarcity. But I would assume because it's actually a really small component compared to the rest of the production of the vehicle, because the vehicles themselves, even the battery, it's mostly made from steel, aluminum, and yeah, there's a very little bit amount of actually the minerals. So I would assume it's because of that, but I wrote it down to double check on this. That's a good question. Ok. Bon, donc si j'ai bien compris, c'est un point sur lequel on doit regarder exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, le souci, c'est que potentiellement, il y a des chiffres ici, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont petits. Donc voilà. Est-ce que vous pourrez nous transmettre, enfin je pense que ça intéressera tout le monde dans le compte rendu, donc si jamais vous avez une réponse à apporter, on pourra l'inclure dans le compte rendu. Merci beaucoup. Christophe. Oui, j'ai une autre question, désolé. Je me rends bien compte que ça ne fait pas partie de l'étude qui est présentée aujourd'hui, mais du coup, est-ce qu'il a été envisagé à un moment de comparer aussi avec des véhicules hybrides, ou est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire à un moment pour voir les différents impacts qui sont peut-être du coup plus élevés et pour l'utilisation et pour la production, mais peut-être pas. Ouais. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout si ça a été envisagé. Did we consider hybrid vehicles? No.
Non. Because only what was used in the pilot study. Ah oui, parce qu'on a juste envisagé la Nissan parce qu'elle avait été utilisée par des organisations via, je sais plus c'était quoi le lien avec le Fleet Forum, mais c'était en lien avec le Fleet Forum. Et donc on s'est basé sur ce qui est utilisé en vrai. Et ce que je comprends, c'est que les hybrides n'avaient pas été utilisés, en tout cas sur le projet sur lequel on a travaillé avec Fleet Forum. And because to try to model that as closely as possible to the reality, Yeah. I had to model each vehicle individually, which starts with each individual component, and so it only made sense to do. Oui, donc ce que je disais, on a vraiment voulu se baser sur les données qu'on avait disponibles avec le projet pilote de Fleet Forum. Mais ça pourrait être intéressant, clairement. C'est une bonne question. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre le temps qu'il faut parce que je pense que le sujet intéresse un peu tout le monde. Est-ce que... Alors, il y a un commentaire dans le chat. Tu as peut-être le double effet moteur thermique plus batterie dans la construction, donc assez négatif. Ça, c'était le... Je sais pas qui est-ce qui a répondu. Moi, j'avais une question, s'il n'y en a pas d'autres. Enfin, j'avais une question et 2 remarques. Ma première question, c'était sur la réparabilité. Je sais pas si ça se dit, pardon. En fait, je me dis, moi, ma conclusion, c'est à la lecture de l'étude, elle est un peu différente de votre conclusion. Oui. Pour moi, la première chose, c'est que le vrai problème, c'est la production, en fait, quel que soit le type de véhicule. Donc, j'aurais tendance d'abord à dire que la première recommandation, en fait, c'est de faire durer le plus longtemps possible les véhicules. Et du coup aussi, d'avoir des véhicules qui soient réparables. Et je ne sais pas si cette notion de réparabilité a été prise en compte. Oui, alors juste pour réagir à ton premier point, que le réel problème, c'est la production. Oui, clairement, par rapport, pour plusieurs catégories, c'est la production qui pose ceci. Et on voit que c'est les grosses catégories, en tout cas, si on normalise aux citoyens moyens du monde. C'est ce qui ressort le plus fort. Mais si on prend le réchauffement climatique, si c'est ça notre focus, là, c'est pas nécessairement la production qui va le plus faire peser. Ça peut, c'est très petit sur ce graphe, mais on voit quand même beaucoup de bleu, surtout pour les véhicules à combustion interne. Donc, voilà, je nuancerai juste ce point-là, mais c'est vrai que la production est un point hyper important. Et la réparabilité, non, ça, on n'a pas trop pris en compte. Et j'avoue... je ne sais pas trop dans quelle mesure c'est plus difficile ou non de réparer un véhicule électrique versus un véhicule traditionnel. Et ce serait intéressant de s'y pencher clairement. Mais c'est sûr que pour la durée de vie, pour des batteries, malheureusement, je pense que de mon point de vue, en tout cas, un véhicule traditionnel, si on en prend bien soin, on peut un peu étendre sa durée de vie, mais la batterie, elle va être assez limitée. Si c'est 200 000 km, ça va peut-être être difficile de faire plus, quoi. Donc, je pense que c'est important de l'utiliser, d'optimiser son usage, comme je disais. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on peut vraiment étendre la vie d'un véhicule électrique. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées ou de demandes de prise de parole. Il y a encore peut-être 1 ou 2 minutes. Après, on va partir en pause. Non. Bon, moi, je continue avec mes avis, mais n'empêche que moi, je n'étais pas complètement convaincue du véhicule électrique après lecture de votre étude. Oui. Donc, c'est sûr que c'est nuancé. C'est pas, il n'y a pas un gagnant évident. En tout cas, si on envisage tous les impacts, il n'y a pas de... Tiens, il y a Joe qui... Ouais, vas-y. Pardon, oui, non, parce que j'avais vu que du coup, la Sustainable Supply Chain Alliance, ils avaient fait aussi des infos, genre des mini-vidéos infographiées sur est-ce que c'est mieux de prendre un véhicule électrique. Et leur conclusion sur les 3 facteurs qu'ils ont pris, c'est dans tous les cas, c'est toujours mieux. Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi d'avoir votre étude, parce que du coup, ça permet de nuancer ça et de dire que sur certains cas, c'est mieux, mais pas tout le temps. Et du coup, Oui, j'ai vu ces vidéos l'année passée, c'est un petit temps, et effectivement, je me rappelle que c'était très positif, mais j'ai l'impression que potentiellement, c'était beaucoup le réchauffement climatique, ils avaient un peu regardé les ressources aussi, mais c'est intéressant. Je me rappelle. Et en plus, les études sur lesquelles c'était basé, c'était plus en Amérique du Nord, je crois. Donc aussi, le fait que vous ayez fait Liban, Kenya, Jordanie, c'est aussi intéressant de nuancer ça, quoi. Ouais, c'était pas tant une question, plus Jean-Marc qui mettra ça à l'esprit. Ouais, merci. Merci beaucoup.
Je pense qu'on va prendre 10 minutes de pause. Un grand merci donc à Sarah et Sophie et bravo pour votre étude. On la repartagera, elle avait déjà été partagée, mais on la repartagera au niveau du REH. Et voilà, si vous avez les réponses à quelques questions, la question qui avait été